Vous avez probablement vu les manchettes. Le maire bien-aimé d'une grande ville française, menotté dans son costume à 5 000 € en direct à la télévision, au milieu de son propre débat de réélection, pendant que des agents fédéraux marchaient calmement sur la scène et que les caméras continuaient à tourner parce que personne n'avait la présence d'esprit de couper le signal. Les médias ont appelé ça une opération stupéfiante de la justice. Une victoire pour l'état de droit. Un choc pour l'establishment politique. Mais ils ne connaissent pas la vraie histoire. Moi, oui. Parce que je suis la femme qui l'a abandonné. Et c'est moi qui leur ai fourni les menottes. Bienvenue sur Secret Confessions, True Stories. Si vous aimez les histoires de responsabilité absolue et le genre de justice qui arrive précisément au bon moment, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Il y a d'autres histoires comme celle-ci et vous ne voulez pas les manquer. Maintenant, laissez-moi vous raconter exactement comment mon mari a construit sa propre prison et comment j'ai fourni les plans. J'ai passé 25 ans à construire une carrière politique qui n'était pas la mienne. Je veux commencer là, avec cette clarté, parce que je pense qu'il est important de comprendre à quoi ressemblent 25 ans de travail invisible avant de pouvoir comprendre ce que j'étais prête à faire une fois que c'était terminé. Mon nom n'a pas d'importance pour cette histoire. Ce qui importe, c'est ce que j'étais. Je suis comptable forensique. Je l'ai été depuis la fin de ma vingtaine, formée à trouver les choses que les gens cachent dans les chiffres, à lire les documents financiers comme d'autres lisent des romans, pour l'intrigue, pour le personnage, pour les moments où l'histoire cesse d'avoir du sens et où quelque chose d'autre commence. Ce n'est pas une compétence glamour. Elle ne vous place pas au centre de l'attention lors des dîners mondains. Mais elle s'est avérée, comme on peut le constater, extraordinairement utile à posséder quand la personne en qui vous avez eu confiance pendant 25 ans s'avère avoir caché quelque chose de très important pendant très longtemps. Quand j'ai rencontré Édouard, il était candidat au conseil municipal, avec du charisme, de l'ambition et absolument aucune capacité à organiser ses propres finances. Ce n'est pas une critique. C'est simplement une description. Il était brillant dans les choses qui font un politicien. Le discours, la salle, la poignée de main, la qualité particulière d'attention qui fait que chaque électeur se sent uniquement vu et valorisé. Il était terrible en comptabilité. Il ne savait pas ce qu'il dépensait, ne savait pas d'où venait l'argent avec suffisamment de détails, et avait la relation approximative avec une feuille de calcul de quelqu'un qui les considère comme un artefact hostile d'une autre civilisation. Je tenais ces livres. Dès la première campagne, j'étais celle qui savait où allait chaque euro de l'argent des contributions, chaque dépense, chaque échéance de conformité, chaque dépôt qui devait se faire pour que la campagne reste légale et fonctionnelle. Je faisais ça parce que j'étais douée pour ça et parce que je l'aimais. Et parce que c'était genuinement la bonne division du travail, étant donné qui était chacun de nous. Il allait aux événements et prononçait les discours et serrait les mains. Je m'asseyais dans les bureaux de l'arrière et m'assurais que l'argent était comptabilisé. 25 ans de ça. Conseil municipal, adjoint au maire, 2 mandats, le second remporté par une marge que les consultants de campagne ont qualifiée d'historique. J'étais à chaque soirée de victoire. Je me tenais à ses côtés à chaque conférence de presse dans les premières années et légèrement derrière lui dans les années suivantes, une fois que les conseillers en images sont arrivés et ont commencé à façonner la marque. J'étais l'architecture invisible de tout ce qui était visible en lui. Et j'avais fait la paix avec cet arrangement, parce que je croyais dans le travail et je croyais en lui. Le changement est venu après la deuxième élection. Je veux être précise à ce sujet, parce que je pense que la chronologie importe. Ce n'était pas un glissement graduel. C'était la réorientation spécifique et soudaine de quelqu'un qui est arrivé quelque part vers lequel il travaillait et a décidé que la personne qui l'a aidé à y arriver ne fait plus partie du tableau qu'il veut. Il est devenu cruel, de la façon de quelqu'un qui a appris que la cruauté n'a pas de conséquences quand on a suffisamment de pouvoir. Pas violent, rien d'aussi direct. La cruauté du rejet. De quelqu'un qui parle par-dessus vous dans des réunions où il ne serait pas sans vous, qui vous corrige devant le personnel sur des choses que vous comprenez mieux que lui, qui vous présente lors d'événements avec le positionnement soigneux de quelqu'un qui gère une obligation,
plutôt que de présenter un partenaire. De petites cruautés, qui sont dans un sens les plus difficiles, parce qu'il n'y a aucun moment unique assez grand pour pointer du doigt. Et puis, il y a eu un grand moment. Il est venu me voir un dimanche soir et m'a dit, avec la livraison composée de quelqu'un qui a été coaché sur la façon de délivrer un message difficile, qu'il voulait divorcer. Il avait, disait-il, développé une relation avec quelqu'un qui était plus aligné avec la direction que prenait sa vie. Elle s'appelait Isabelle. Elle a 25 ans et travaillait comme lobbyiste politique, une profession qui signifiait qu'elle comprenait son monde, ce que j'ai compris comme signifiant qu'elle le trouvait impressionnant d'une façon qu'il avait besoin à ce stade de sa vie, et que moi, ayant regardé toute la construction de son impressionnabilité depuis les fondations, n'était plus capable de fournir. Il a également dit que j'étais devenue une responsabilité pour sa nouvelle image. Je veux m'assurer que vous entendez ça correctement. Une responsabilité. 25 ans à construire l'image et j'étais devenue une responsabilité pour elle. Ce qu'il a fait ensuite est la partie qui a transformé cela d'une situation personnelle douloureuse en autre chose. Il a utilisé ses connexions politiques, qui étaient considérables, pour geler nos comptes joints pendant que les procédures de divorce étaient initiées. Il a eu des conversations avec ses avocats et avec certaines institutions financières qui ont abouti à une situation où l'argent que j'avais contribué à accumuler était temporairement inaccessible pour moi. Il m'a dit qu'il s'attendait à ce que je quitte la maison que nous avions partagée pendant 20 ans. Il a dit à des amis communs et à certains de ses donateurs qu'il avait l'intention de faire en sorte que je sorte de ce mariage avec le minimum légalement requis, que son équipe était très bonne et que la mienne trouverait le processus difficile. Il a dit ces choses à propos de la femme qui avait géré ses livres pendant 25 ans. Il semblait avoir oublié, dans l'ivresse de la victoire du second mandat et de la nouvelle relation et de la certitude que ses connexions le rendaient invulnérable, que je savais exactement d'où provenait chaque euro qu'il avait jamais touché et où il était allé. C'était son erreur. Voilà son erreur. Je n'ai pas appelé un avocat de divorce en premier. Je suis consciente que beaucoup de gens à ma place l'auraient fait, et je comprends pourquoi. Mais je suis comptable forensique, et avant d'être sa femme, j'étais une personne qui suit l'argent pour gagner sa vie. Et quelque chose dans la façon dont il avait agi pour geler les comptes, la rapidité, les mécanismes spécifiques utilisés, les institutions financières particulières impliquées, m'a dit qu'il planifiait quelque chose depuis plus longtemps que la conversation de divorce ne le suggérait. Je suis allée au sous-sol. Nous avions un bureau à la maison au sous-sol, qui avait été mon espace de travail pour le travail de financement de campagne que j'avais fait informellement en parallèle de ma pratique professionnelle pendant des années. J'avais accès à tout là-bas, disques durs, grands livres, la documentation financière complète de 25 ans d'opérations politiques. Il m'a fallu environ 4 jours pour comprendre que ce que je regardais était considérablement plus grand que des actifs matrimoniaux cachés. Laissez-moi vous dire ce que j'ai trouvé, parce que je veux être spécifique, parce que la spécificité est ce qui rend ça réel plutôt qu'abstrait. Le fonds de pension des personnes âgées de la ville avait, sur une période d'environ 3 ans, connu ce que les rapports officiels catégorisaient comme une série de sous-performances d'investissement. C'est le genre de langage qui apparaît dans les rapports trimestriels et que la plupart des gens, y compris la plupart des personnes responsables de la surveillance du fonds, acceptent pour argent comptant parce que l'explication semble technique et que les personnes qui la fournissent font autorité. Je ne suis pas la plupart des gens. J'ai lu la documentation sur la sous-performance des investissements. Et j'ai lu les enregistrements de transactions sous-jacents qui auraient dû générer les rendements qui ne se matérialisaient pas. Et ce que j'ai trouvé, c'est que l'argent n'avait pas sous-performé. Il avait bougé. Spécifiquement, il avait transité par une série de comptes intermédiaires, structurés avec le soin particulier de quelqu'un qui savait exactement ce qui déclencherait et ne déclencherait pas la tension réglementaire automatique. Dans des comptes offshore, dans des juridictions que je reconnaissais de mon expérience professionnelle, comme des endroits où les questions ne sont pas les bienvenues. Le montant, sur 3 ans de transferts systématiques, s'élevait à un peu plus de 4 300 000 euros. La destination, telle que j'ai pu la déterminer grâce au genre de reconstitution documentaire patiente
qui est la compétence centrale de ma profession, était une combinaison de comptes qui ont finalement financé l'achat d'une propriété dans une station de ski des Alpes suisses et des dépenses associées que je décrirai simplement comme cohérentes avec l'établissement d'une seconde vie d'un confort considérable. Le nom d'Isabelle figurait sur le titre de propriété. Je me suis assise au sous-sol avec ces informations pendant l'essentiel d'une semaine. Je veux décrire ce que cette semaine a ressenti, parce que je pense que c'est important. Ce n'était pas, principalement, du chagrin. Le chagrin s'était produit plus tôt. Ce que j'ai ressenti, assise avec ces documents, était une qualité très spécifique de clarté froide que j'avais déjà vécue dans ma vie professionnelle. Le sentiment qui arrive quand vous avez suivi une piste de chiffres jusqu'à sa conclusion et compris complètement ce que les chiffres signifient. Ce n'est pas de la satisfaction exactement. C'est plus comme l'achèvement d'une preuve. La chose que vous soupçonniez est confirmée. Et maintenant, vous savez exactement avec quoi vous travaillez. J'ai également pris une décision pratique au cours de cette semaine, à savoir que ce que j'avais trouvé n'était pas principalement une affaire matrimoniale. 4 millions d'euros d'un fonds de pension établi pour la sécurité de retraite des employés de la ville. Des gens qui avaient travaillé toute leur carrière dans la fonction publique, en sachant que l'argent détenu pour eux serait là quand ils en auraient besoin. N'était pas quelque chose qui devrait être résolu dans une procédure de divorce. C'était quelque chose d'entièrement différent. J'avais une amie au ministère des Finances avec qui j'avais travaillé sur une affaire professionnelle quelques années plus tôt. Elle était rigoureuse, elle était discrète, et elle avait l'autorité institutionnelle pour s'assurer que ce que je lui apporterais serait traité par les voies appropriées, et non tranquillement géré par quelqu'un ayant une influence politique sur le niveau local d'enquête. Je l'ai appelée. Je lui ai envoyé la documentation que j'avais compilée, organisée dans le format que quiconque examine des documents de criminalité financière pour gagner sa vie trouverait immédiatement lisible. Je lui ai dit que je serais disponible pour des questions de suivi. Et puis, j'ai attendu. C'est la partie que les gens trouvent surprenante quand je leur raconte, la patience de ça. Mais je suis comptable forensique. Je suis l'argent pour gagner ma vie. Je comprends que le travail qui compte se fait dans la phase de documentation et que ce qui suit est en grande partie du processus. J'avais fait le travail. J'attendais le processus. Le débat de réélection était prévu un mardi soir, 8 semaines après ma conversation initiale avec mon contact. J'avais reçu, dans les jours précédant le débat, une indication tranquille que l'enquête fédérale avait progressé à un point où une action d'application était imminente. On ne m'a pas dit le calendrier spécifique. Je n'étais pas impliquée dans les décisions opérationnelles. Mais je comprenais, après 25 ans à être dans des salles où l'information était traitée soigneusement, ce que « imminente » signifiait dans le contexte d'un événement télévisé en direct. J'ai acheté un billet pour le débat. Premier rang, section VIP, ce qui nécessitait un statut de donateur politique que j'avais accumulé au cours des mêmes 25 années de travail qu'Édouard décrivait maintenant comme une responsabilité. J'ai porté quelque chose de discret et je me suis assise dans le siège et j'ai regardé la préparation pré-événement avec l'attention de quelqu'un qui a préparé un grand nombre d'événements exactement de ce genre et sait à quoi ressemblent les différentes étapes de mise en place. Édouard est monté sur la scène avec le port particulier de quelqu'un qui s'est convaincu, au cours d'une carrière très réussie, qu'il est le protagoniste de chaque pièce qu'il entre. Il était poli de la façon de quelqu'un qui a été géré et coaché et entraîné aux médias jusqu'à l'os de son moi naturel. Il ressemblait, pour tous ceux dans cet auditorium, et pour les caméras et pour les téléspectateurs à la maison, exactement à ce qu'il avait passé 25 ans à se présenter comme. Un serviteur public compétent, expérimenté et digne de confiance. Son adversaire était un homme plus jeune, dont la force était sa crédibilité sur les questions de responsabilité fiscale. L'ironie de ça ne m'a pas échappé.
Le débat a progressé à travers ses segments standards. Déclarations liminaires, questions de politique. Le théâtre particulier de deux candidats qui tentent de démontrer leur caractère tout en sapant simultanément celui de l'autre. Édouard était bon là-dedans. Il avait toujours été bon là-dedans. Il a parlé de la population âgée de la ville, avec la chaleur spécifique de quelqu'un qui croit génuinement en la chose qu'il dit, tout en volant simultanément des millions dans le fond destinés à soutenir ces mêmes personnes. Le segment de questions-réponses est venu après la première heure. C'est la partie d'un débat où les membres du public sélectionnés peuvent poser des questions directement aux candidats. J'avais soumis une question à l'avance par le biais du processus d'inscription, qui avait été accepté par tirage au sort avec le genre de neutralité bureaucratique qui ne distingue pas entre les intentions des différents demandeurs. Quand mon numéro a été appelé, je me suis levée. Je suis consciente de ce à quoi je ressemblais à ce moment. Une femme dans la cinquantaine, dans un blazer conservateur, au premier rang d'un débat politique, debout pour poser une question. Je suis consciente que rien dans mon apparence ne communiquait ce qui était sur le point de se passer. C'était intentionnel. Le modérateur m'a reconnue et on m'a tendu un microphone. Édouard m'a vu quand je me suis levée. J'ai observé son visage au moment de la reconnaissance et je vous dirais que ce qui a traversé n'était pas de la culpabilité ou de la peur, mais quelque chose de plus contrôlé. La suppression gérée de la surprise. Le calcul interne rapide de quelqu'un qui évalue une variable pour laquelle il n'avait pas planifié. Il s'est légèrement penché vers son microphone et a dit quelque chose à l'équipe de sécurité dans les coulisses que je pouvais voir mais pas entendre. Le personnel de sécurité a commencé à se déplacer vers moi. Je n'ai pas attendu qu'ils arrivent. J'ai dit, clairement, et à un volume calibré pour la salle et les caméras, j'ai une question pour le maire à propos du fonds de pension des personnes âgées de la ville. Spécifiquement, j'aimerais poser une question sur les transferts totalisant 4 312 000 € qui ont été déplacés de ce fonds via des comptes dans 2 établissements nommés, et je les ai nommés spécifiquement, par leur nom institutionnel complet, vers des comptes offshore dans des juridictions que j'ai également nommées, spécifiquement, avant d'être utilisés pour financer l'achat d'une propriété dans une station de ski des Alpes suisses, actuellement enregistrée au nom d'Isabelle. Et puis, j'ai lu les numéros de compte, tous, de mémoire, parce que j'avais passé suffisamment de temps avec ces documents que les chiffres m'étaient aussi familiers que mon propre numéro de téléphone. Et parce que j'avais compris que la chose la plus puissante que je pouvais faire en ce moment était d'être complètement précise, de n'offrir rien qui puisse être rejeté comme approximation ou allégation, de ne donner que le genre d'informations numériques spécifiques qui soit sont exactes ou ne le sont pas, et que tout le monde regardant comprendrait ne pas avoir pu être inventé. La salle était le genre de calme qui se produit quand un grand nombre de personnes comprennent simultanément que quelque chose d'irréversible vient de se passer. L'expression composée d'Édouard, le produit de 25 années d'assaisonnement politique, a tenu environ 3 secondes après que j'ai fini de parler. 3 secondes est en fait assez long dans ces circonstances. Et puis, elle n'a plus tenu. Il a commencé à parler vers son microphone. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, parce que la salle commençait à être autre chose que calme. Le chaos contrôlé spécifique d'un auditorium plein de gens et de caméras, répondant tous simultanément à quelque chose d'inattendu. Le personnel de sécurité m'a atteinte et j'ai tendu le microphone au plus proche avec le calme coopératif de quelqu'un qui a dit tout ce qu'il était venu dire. Les agents fédéraux sont entrés par les portes latérales environ 4 minutes plus tard. Ils étaient 6. Ils se sont déplacés avec l'efficacité pratiquée de gens qui font quelque chose pour lequel ils se sont soigneusement préparés, ce qui était le cas. Et ils sont allés directement vers la scène, et ils ont fait ce pourquoi ils étaient venus. Il a été menotté dans son costume à 5 000 € pendant que les caméras tournaient et que la salle s'enflammait, et qu'Isabelle, qui était dans la section VIP de l'autre côté de l'auditorium, est partie par la sortie la plus proche à une vitesse incompatible avec quelqu'un qui s'attendait à ce que la soirée se passe ainsi. Je me suis rassise dans mon siège au premier rang et j'ai regardé. La suite a avancé rapidement, comme ces choses le font quand la documentation est complète
et les preuves ont été assemblées par quelqu'un qui comprend ce qui fait une affaire fédérale. Les charges étaient substantielles: fraude fédérale, détournement de fonds publics, blanchiment d'argent, et le dossier de preuves auquel ma documentation avait contribué était, selon les procureurs, parmi la préparation pré-enquête la plus rigoureuse qu'ils avaient rencontrée. Il a été condamné. La peine était de 10 ans de prison fédérale, ce qui à son âge et avec ses conditions de santé est très long. Il perdrait sa retraite, son poste, sa réputation et la liberté particulière de quelqu'un qui a toujours cru que les personnes autour de lui géreraient les conséquences de ses choix. La propriété dans les Alpes a été saisie. La récupération de l'argent du fonds de pension n'était pas complète. Certains des transferts offshore avaient été déplacés de façon qui nécessitait un processus juridique international, mais une récupération substantielle a eu lieu, et les employés de la ville, dont la sécurité de retraite avait été compromise, ont reçu communication que le fonds était en cours de restauration. On m'a demandé de conseiller le processus de récupération. Cela a conduit à une nomination formelle dans un groupe de travail municipal sur la surveillance financière des fonds publics, ce qui a conduit au genre de profil professionnel qui génère sa propre dynamique. La pratique de comptabilité forensique que j'ai établie dans l'année suivant le procès a grandi au-delà de ce que j'avais projeté. En partie parce que je suis bonne dans ce que je fais, et en partie parce que la visibilité particulière de ce qui s'était passé signifiait que les gens comprenaient spécifiquement et concrètement ce qu'une comptabilité forensique compétente peut accomplir. Je veux dire quelque chose avant de vous laisser avec cette histoire. À propos du genre particulier d'erreur de calcul qui a rendu possible tout ce que j'ai décrit. Les hommes qui accumulent le pouvoir de la façon dont Édouard l'a accumulé, par le travail de quelqu'un d'autre qui reçoit moins de crédit que ce qu'il contribue, ont tendance à faire une erreur spécifique à propos de la personne qui a fait ce travail. Ils confondent invisibilité et immatérialité. Ils supposent que parce que la comptable n'est pas dans la photographie, elle ne sait pas sur quoi la photographie est construite. Ils oublient, dans l'ivresse du poste qu'ils ont atteint, que ce poste a été construit par quelqu'un qui comprenait ses fondements mieux qu'eux. Édouard savait que j'étais intelligente. Il l'avait su pendant 25 ans. Ce qu'il n'a pas réussi à comptabiliser, c'est ce que 25 ans d'être intelligente dans un rôle de soutien, tout en regardant quelqu'un d'autre prendre le crédit, fait à l'attention d'une personne au détail. Ça la rend très précise. Ça la rend très patiente. Ça la rend le genre de précise et patiente qui peut reconstituer 4 millions d'euros de transactions cachées à partir de documentation que les gens qui ont déplacé l'argent croyaient suffisamment obscurcie. Il m'a appelé une responsabilité pour sa nouvelle image. Il l'a dit à mon visage et il l'a dit à ses donateurs et il l'a dit aux gens autour de lui qui le comprenaient comme le genre de choses que les hommes puissants disent quand ils en ont fini avec les femmes qui les ont aidés à devenir puissants. Ce qu'il aurait dû dire, l'évaluation plus précise, s'il avait été capable de la faire, c'est que j'étais la personne la plus qualifiée au monde pour trouver exactement ce qu'il avait fait, et que faire de moi son adversaire était l'erreur la plus conséquente de sa carrière politique. Il avait raison que j'étais une responsabilité. Il s'est juste trompé sur la direction dans laquelle elle courait. Les femmes tranquilles qui tiennent les livres savent toujours où sont enterrés les cadavres. L'erreur est de supposer qu'elles vont rester tranquilles à ce sujet. Merci d'être là aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve à la prochaine confession.